Bon, le grand débat du MEDEF avec quelques séquences, je disais, franchement, c'était pas inintéressant. Non, c'est très intéressant. Tout le monde est un peu dans... tout le monde est dans les rails, forcément. Alors, il y a eu des petits échanges croustillants. Peut-être écouter cet échange entre Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon. Et Monsieur Mélenchon, je vous ai écouté. À votre place, j'aurais présenté des excuses pour les propos de Manon Aubry qui a qualifié des entrepreneurs français de nuisibles et de parasites. La deuxième chose... Bon, Gabriel Attal, c'est le chouchou des patrons. Ouais. Ah bah, c'était le plus applaudi. Oui, alors si vous voulez, moi j'ai suivi le débat pratiquement jusqu'à la fin, puisqu'après je suis venu vous rejoindre dans l'émission hier soir. Il y a quelque chose quand même qui est assez nouveau, c'est que d'habitude quand Marine Le Pen ou un représentant du RN venait devant les patrons, c'était un silence. Là, elle a eu des applaudissements. Je pense que c'est la première fois dans une grand-messe du MEDEF que la candidate RN est applaudie. Mais vous avez raison, à l'applaudimètre, c'est plutôt Attal, Édouard Philippe. Tondelier a eu aussi quelques applaudissements devant les patrons. Il faut se méfier parce qu'il y avait des camarades qui accompagnaient chacun des candidats. C'est la question que je me suis posée parce que quand Raphaël Glucksmann prenait la parole, à chaque fois il avait une espèce de tombeau de... Il faut faire attention à l'applaudimètre. Il y avait des amis, des candidats qui ils ont mis quelques militants dans l'assistance. Bon, je rappelle que Madame Aubry, on l'avait dit hier, n'avait pas traité les patrons de nuisibles. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il n'avait pas l'habitude. Jean-Luc Mélenchon, il fallait qu'il écoute plus qu'il ne parle. D'habitude, c'est le contraire, évidemment. Donc là, il a été un peu scotché, mais il pouvait rien dire. Il a regardé passer les balles. Exactement. Bon, donc Manon Aubry, on l'a dit hier, on va pas voir le tweet. Voici la liste, la nouvelle liste des nuisibles dont il faut stopper la prolifération. Et c'était donc Manon Aubry. C'est une violence. Bah oui, c'est évidemment que c'est d'une violence inouïe. Bien sûr, famille Muliez. Prolifération. En fait, je suis d'accord avec vous, mais ça passe crème. Ouais. C'est toujours pareil, dans l'espace médiatique, ça passe crème. C'est-à-dire que personne ne souligne cette violence. Vous imaginez si c'était le Rassemblement national ? Mais ça passe crème parce que c'est tous les jours quasiment. Donc on ne peut pas s'indigner tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est leur technique. C'est de saturer l'espace public Éric Nolot. Avec des slogans, avec une violence verbale, et dans le cas de M. Delogu, sur lequel on reviendra probablement, une violence tout court. Donc en fait... on est mitridatisé. Mais c'est intéressant parce que finalement, LFI a fait ressurgir un nouveau mot, c'est le terme d'ennemi. En démocratie, on a des adversaires normalement. Là maintenant, avec tout ce qu'ils font, c'est vraiment nuisible, ennemi. Et donc on est dans cette guerre larvée de conflictualité. Je fais une petite parenthèse, Rachel, parce que j'ai suivi évidemment l'actualité numérique pendant cet été et j'ai vu que vous étiez parti pour Israël. Donc des gens sont en train de vous écouter en ce moment. Ils se disent, mais alors vous vivez en Israël ou vous vivez à Paris ? Je vis dans les deux. Non mais c'est quelque chose de personnel et d'intime. Par contre, dans mon parcours familial et personnel, j'avais besoin en fait de m'installer aussi en Israël. Vous avez fait ce qu'on appelle votre alia, c'est-à-dire aller Absolument. Et vu la situation actuelle, voilà, c'est par mesure aussi de précaution. Et vous allez partager votre temps, évidemment, entre Paris et Tel Aviv. Absolument. J'ai deux amours, Montpellier et Paris. Écoutez, en tout cas, vous êtes la bienvenue, vous savez, sur ce plateau et votre parole est importante. Deuxième séquence que je voulais vous faire écouter, et c'est vrai que ça va être un des thèmes de la campagne, c'est comment Gabriel Attal et Édouard Philippe, on utilise toujours la même image, du sparadrap du capitaine Haddock, mais comment vont-ils pouvoir prendre de la distance sur leur bilan ? Ce qui me paraît quand même très compliqué, et Marine Le Pen leur a rappelé hier. Vos propositions sont injustes, monsieur l'ancien Premier ministre, dont il est effectivement utile de rappeler que sous Macron, 1 000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, le PLF 2026, 43 milliards de prélèvements supplémentaires de prévus, le gouvernement Barnier, 30 milliards, dont 20 milliards d'augmentation des impôts sur les entreprises. Bon, par conséquent, vous avez été ceux qui avaient aggravé considérablement les impôts. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas monsieur Barnier et que je serais bien resté à la place de monsieur Barnier à l'époque pour ne pas augmenter les impôts. La réponse est un peu faible parce que c'est quand même... la réponse est faible. De dire je ne suis pas monsieur Barnier. Il a voté. Il était dans ce gouvernement, dans cette majorité. En tout cas, il n'a pas censuré. Donc ça va être difficile pour eux. Et d'ailleurs, Raphaël Glucksmann dit la même chose que Marine Le Pen. Il l'attaque sur le même thème. Écoutez Raphaël Glucksmann.
C'est quand même assez étonnant de se prendre des leçons sur la dette de la part de 2 anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. C'est bien qu'ils soient 2 d'ailleurs, parce que pour défendre ce bilan, il vaut mieux être 2. Parce que faire 1000 milliards de dettes supplémentaires sans créer le moindre actif sur lequel on peut s'appuyer, c'est vraiment chapeau bas. C'est injouable. Ouais. Moi, je veux bien, on va le dire tous les jours, c'est injouable. C'est-à-dire que pourquoi ils ont été au pouvoir Donc, et ça n'a pas marché. Et ils veulent faire aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas fait quand ils étaient au pouvoir. C'est injouable. Sauf s'ils disent c'était Macron qui décidait de tout et j'aurais dû partir. Et j'ai fait une erreur. Mais comment se positionner ? À ce jeu-là, je pense que Gabriel Attal a un peu plus de chance parce que lui-même a été sacrifié, entre guillemets, par Emmanuel Macron. Ça va peut-être l'aider à prendre sa distance. Même si c'est, je vous l'accorde, ça va être très compliqué. En tout cas, hier, je l'ai trouvé un peu plus incisif qu'Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est dingue parce que depuis plusieurs mois, on le dit, il fait la campagne d'Alain Juppé. C'est vraiment, il fait la campagne de second tour avant la campagne de premier tour. Attention, parce qu'on voit que la dynamique, elle n'est pas bonne pour lui. Si j'étais lui, je ferais attention à changer peut-être de stratégie. Bon, mais c'est pas facile en positionnement de trouver. D'abord, cette affaire, je crois que c'est Joseph Massescaron qui disait ça hier, imposer un récit. Par exemple, Nicolas Sarkozy avait imposé un récit en 2007, travailler plus pour gagner plus. Bon, c'était une idée forte et puis il traçait. Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, a un récit également. Les autres, ils ont, c'est quoi ? C'est on continue ? On continue dans le mur, on klaxonne en klaxonnant ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est pas vraiment. Éviter les extrêmes. C'est ça leur slogan. Oui, oui, vous avez raison. C'est leur programme et leur slogan, c'est de dire c'est nous ou les extrêmes ou le chaos. En fait, c'est la poursuite de la dialectique macronienne, moi ou le chaos. Oui. C'est ça leur argument. L'apaisement, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant, juste pour revenir sur ce débat, c'est que on voit quand même qu'il y a un retour en force du clivage droite-gauche. Qu'on croyait, qu'on avait dit un peu enterré. Sur l'économie, en tout cas, on a un vrai clivage droite-gauche sur des gens qui proposent toujours davantage de distribution sans production de richesse à gauche et une droite qui veut faire des économies, baisser les impôts, libéraliser le pays. Et je pense que c'est un enjeu, ça va être un enjeu de cette campagne. L'économie avait été un peu mise en sourdine en 2017 et en 2022. Là, elle revient en force. Et la question de la dette publique, qui avait été complètement mise sous le boisseau en 2022, après le Covid, où on a dépensé comme n'importe comment, quoi qu'il en coûte. Et là, cette question de la dette devient centrale dans la présidentielle de 2027. Et évidemment, cet argument des 1000 milliards de dettes d'Emmanuel Macron va être l'iceberg de la présidentielle. Vous avez remarqué que les seuls sur lesquels on tape, c'est les retraités. C'est la seule. Pas les seuls. Mais, non, c'est les seuls. C'est-à-dire, les seuls, c'est les nouveaux parias. C'est les koulaks. De Staline. Non, mais c'est les seuls qui n'ont pas été tondus encore, donc c'est normal. Mais ils sont formidables, les retraités, parce qu'ils sont visibles. Ils ont été épargnés par tous les budgets jusqu'à présent. Excusez-moi, parce que c'est les seuls qui ont été épargnés par tous les budgets jusqu'à présent. Oui, d'accord, mais c'est les seuls sur lesquels on tape allègrement. C'est exactement le contraire de ce que vous dites, c'est-à-dire c'est les seuls sur lesquels on n'a jamais osé faire peser la moindre économie. Mais ce que vous dites n'est pas forcément juste. Si. Mais pourquoi il y a plein d'autres... L'AME, par exemple, on n'a pas changé l'AME, que je sache. On n'a pas changé beaucoup d'aides qu'on donne, qu'on redistribue n'importe comment, de subventions, d'argent public. Vous avez raison qu'il faut aussi, effectivement... Les dépenses publiques, il y a avant d'attaquer les retraités, je voudrais vraiment qu'on s'attaque aux dépenses publiques. Moi, j'ai quelques idées, Je peux vous le dire. Laissons les retraités où ils sont. C'est pas en désindexant sur l'inflation les pensions de retraite que ça ira mieux dans ce pays. Et puis on a le droit de taper sur les vieux. C'est facile parce qu'ils vont pas être dans la rue. Et ben moi je défends les vieux. Non, parce que c'est eux qui votent, donc c'est pas facile du tout. D'abord parce que je me rapproche dangereusement de cet État. Vous ne pouvez pas insulter l'avenir, c'est normal. Exactement. Mélenchon-Philippe, voici l'extrait. Je parle de la dette de la France auprès de la Banque Centrale Européenne. Voilà de quoi je parle. Et cette dette, c'est une dette à nous-mêmes car nous sommes membres de l'euro. Si bien que si la proposition est sur la table, évidemment pas nous les Français, tout seuls à décider que la dette n'existe plus. Mais si nous avons une proposition européenne et si nous motivons au moment où les taux d'intérêt sont les plus élevés, plus de 4 points, nous ferons baisser ces taux d'intérêt parce que le ratio entre la dette de tous les États de l'Europe et leur PIB se sera amélioré. Ce que je viens d'entendre de la part de M. Mélenchon pourrait m'amuser si ce n'était pas aussi dangereux. Ce que vous êtes en train de dire, M. Mélenchon, au fond revient à ça. Vous expliquez qu'on va brûler la dette et vous allez faire en sorte que la France finisse interdit bancaire.
Éric Revel, votre analyse, il a raison ou pas? Alors, je veux dire, d'abord, c'est vous qui aviez raison tout à l'heure en disant qu'il a un récit, Mélenchon. C'est lui qui impose les thèmes, notamment économiques. Cette histoire de brûler la dette, celle détenue par la Banque de France. Hein, c'est-à-dire 20% du stock de la dette. Hein, c'est que 20%. C'est évidemment une ineptie. Pourquoi? Parce que, au-delà du fait que ça déstabiliserait totalement la zone euro, je rappelle que la Banque de France est indépendante. Elle ne reçoit d'ordre d'aucun politique. C'est quand même quelque chose d'important. Deuxième chose, si vous annulez la dette, non, mais parce qu'il y a la Banque Centrale Européenne. Le patron de la Banque de France, il est membre de la Banque Centrale Européenne. Si vous avez de manière forte un politique, le président de la République, le futur, qui donne un ordre à la Banque de France, ça casse totalement l'édifice. Première chose. Deuxième chose, si vous annulez la dette française, vous savez ce qui se passe? Si vous prenez un prêt auprès d'une banque commerciale, Pascal, la banque vous prête de l'argent et crée de la monnaie. Elle crée de la monnaie pour vous prêter cet argent. Si vous remboursez, il n'y a pas de création monétaire. Si vous ne remboursez pas, il y a une création monétaire. Si la Banque de France ne rembourse pas, la création monétaire va être telle qu'on va avoir une inflation galopante. Donc, si vous voulez, c'est super important, parce qu'au moment où Mélenchon défend les classes moyennes et les plus en difficulté d'entre nous, en fait, est-ce qu'il a pris conscience que l'inflation prendrait une dimension colossale dans ce pays? Ça, c'est l'aspect technique. Sur l'aspect politique, entre, en effet, la personnalité un peu molle d'Édouard Philippe, qui n'est pas très incisif, et les propos quand même extrêmement hasardeux de Mélenchon, je me demande si à la fin, les Français ne vont pas choisir... mais vous avez raison. Vous avez raison. Il y a des propos complètement déconnectés de la réalité. Eugénie Bastier. Ce qui est absolument consternant, c'est qu'à chaque fois... On se pose toujours c'est toujours la question de la redistribution, de trouver de l'argent magique, mais jamais de la création de richesse. À un moment, c'est comme si vous effacez le découvert d'une personne et que la personne continue à redépenser chaque mois la même chose. Ça changera quoi? Si on continue à redépenser, qu'on n'a pas l'argent, qu'on dépense, qu'on ne crée pas la richesse, qu'on n'a pas suffisamment de richesse à redistribuer dans ce pays, ça ne sert à rien. Donc même si ça marchait une fois le coup de Mélenchon, ça ne règle aucun problème de notre pays. Bon, en tout cas, au-delà de créer de la richesse, je vous dis, la dépense publique, il y a des postes qu'on peut évidemment faire des économies massives, et tout le monde le sait. Simplement, il faut avoir le courage, sans doute, de le faire. Mélenchon, c'était avant le débat. Que disait-il? Le Rassemblement national, c'est un parti lamentable, et il y a des patrons lamentables, ils se retrouvent. Et puis, il y en a d'autres, non. Alors, qui se retrouvent avec moi, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Ils sont bien. Pourtant, je suis anticapitaliste, tout le monde le sait. Je ne crois qu'à ce que je vois monter du pays. Et je me projette dans la situation de gouverner. C'est pas la première fois, je me projette. Et je vois l'immensité de tout ce qu'il y a à faire face. Donc j'ai pas de temps à perdre avec, je sais pas quoi, une espèce d'hubris, parce que tout d'un coup... les gens qui se voient élus, souvent, ils commettent cette erreur, pas moi. Eugénie Bastier, vous avez déjà fait réagir ma mère, qui vous écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Et elle dit, dès le début d'Emmanuel Macron, la CSG de 2 points a été augmentée pour les retraités. Ça va coûter très cher dans les sondages, d'ailleurs. Oui, donc vous voyez, les retraités, on avait commencé sur eux, à les tondre un peu. Et puis Marine Le Pen, écoutez ce qu'elle disait juste avant le débat. Je m'attends à une campagne tendue. Je m'attends à ce que un certain nombre de mouvements de gauche cherchent à empêcher le processus démocratique. Parce qu'en réalité, empêcher un candidat, ou des candidats d'ailleurs, de pouvoir rencontrer les Français, de pouvoir tenir des meetings, de pouvoir faire des marchés, c'est empêcher le processus démocratique de se dérouler normalement. J'espère que leur chef les appellera au respect de la démocratie. La très grande difficulté pour les Français qui nous écoutent, c'est de croire en ces gens-là. Ouais. Évidemment. Et ce matin, la chronique de Laurent Tessier rappelait, et des archives, c'est terrible. Écoutez ce que dit par exemple Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, qui a mis Nantes par terre pendant des années avant que Mme Roland poursuive le chantier. Et il a été également Premier ministre de la France, avec les effets qu'on sait. Écoutez ce qu'il disait ce jour-là à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault. Cette dette atteint aujourd'hui près de 1 800 milliards d'euros. Eh bien, cette situation, je ne l'accepte pas. Je ne veux pas être de la génération qui aura reporté le poids d'une dette excessive sur ses enfants et ses petits-enfants. Il l'est. Oui. Il l'est, comme les autres d'ailleurs. Oui. Donc moi, ces gens-là, en fait, j'ai plus envie de les entendre. Et surtout pardonnez-moi de le dire comme ça. Non, mais le vrai problème, c'est le quoi qu'il en coûte mis en œuvre pendant la crise du Covid par Emmanuel Macron, et qui a donné le sentiment que l'argent était totalement gratuit. Oui. Il n'existait pas.
les gens ont perdu la valeur même de l'argent public. Eugénie, franchement, pendant le Covid, nous avons passé notre temps à le dire ici. Et pas les politiques, c'est ça le problème. Voilà. Il n'y avait pas de politique qui le disait. Aucun politique. Mais attention, c'est que les Français voulaient aussi. Bien sûr, ils le voulaient aussi. Bien sûr, il faut quand même le rappeler. Ils voulaient ça, ils voulaient qu'on ferme le pays. Les gens. Et à chaque fois qu'on va faire une mesure d'économie, il y a toujours des gens qui vont dire qu'il ne faut pas faire cette mesure. Et nous, moi j'ai passé notre temps à dire qu'est-ce qu'il fallait faire pour le Covid. Il fallait dire ceux qui sont en bonne santé, vous bossez, il n'y a pas de souci. Et ceux qui sont en difficulté, parce que mais Pascal, vous protégez. C'est ce qu'avait dit Delfrécy dès le premier jour. Simplement, là, tu stigmatisais pour le coup et les vieux et ceux qui allaient mal. Mais dès lors où dès lors où on décide de confiner, Pascal, c'est ça l'erreur fondamentale. Dès l'instant où on décide de confiner, moi je suis pas médecin, vous bloquez toute l'économie. Donc quand même, les entreprises, les restaurateurs, les gens au chômage partiel ont été quand même contents de toucher leur argent quand même. Mais l'erreur fondamentale, c'est on peut s'interroger, c'est sur le confinement. Après, mais si. La dette, c'est un mouvement depuis des années. Le Covid l'a aggravé. Les propos de Jean-Marc Ayrault sont 1 000 milliards en 10 ans, c'est... Aucune réforme. Emmanuel Macron n'a fait aucune réforme, c'est ça le... Bon, bien sûr. Autre chose, et c'était dans la chronique ce matin de Laurent Tessier également, ce que disait Emmanuel Macron. Alors, pour Emmanuel Macron, tout va très bien, Madame la Marquise, ne cédez pas au défaitisme. L'intendant suivra. Oui, non, mais moi je veux bien qu'on dise ça. Je veux bien, ne cédez pas au défaitisme. Pourquoi pas d'ailleurs? Écoutez ce qu'il a dit, c'était il y a quelques jours. Emmanuel Macron, président de la République. Ne cédez pas à l'esprit ambiant, qui est celui du doute excessif. Ne cédez pas à cet esprit rampant du défaitisme. Mais je voulais que je dise. C'est un homme qui est déconnecté, mais je le comprends. Le bilan est catastrophique. Donc que voulez-vous qu'il dise? La seule chose qu'il peut dire, c'est ça. Ne cédez pas au défaitisme. C'est-à-dire que la maison brûle, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien, la dette, etc. Mais ne cédez pas, tout va bien. Pour moi, Emmanuel Macron, tout va bien, mais pour les autres, c'est plus difficile. Non mais attendez, les chiffres sont terribles. 80 milliards d'euros de déficit commercial, 150 milliards de déficit budgétaire, un chômage à 8%, il nous avait promis 5%, c'est-à-dire un chômage structurel, une dette de la sécurité sociale de 120 milliards d'euros, etc. etc. Et le président de la République trouve qu'on a tort d'être décliniste et défaitiste. Mais attendez, les chiffres sont... Pardon, mais ils sont terrifiants. Il n'y a pas que les chiffres. Il y a le climat actuel. D'accord, mais enfin quand même. Si du jour au lendemain, on a notre feuille de sécu qui nous revient en disant on n'a pas l'argent pour vous la rembourser... Alors, vous avez quand même des supporters. Hein. Quelqu'un dit Eugénie a raison, la seule solution, c'est créer de la richesse et mettre les gens au travail. C'est le taux d'emploi qui nous plombe et le coût du travail, donc les charges sociales et la redistribution, donc les retraites et toc. Dit ce monsieur, réforme incontournable. Non, merci. Et réforme. Non, mais peut-être un peu d'analyse. Voilà. Non, mais marabout bout de ficelle, c'est deux choses. Bon. Alors, autre chose d'Emmanuel Macron, et c'est encore Laurent Tessier qui rappelait, et c'est la parole. En fait, la parole politique, elle est tellement dévaluée. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron, c'était en 2014. Pourquoi je suis socialiste? Parce que ça, c'est un vrai tabou. Et pourquoi je crois que c'est utile d'être socialiste aujourd'hui? Moi, je suis socialiste. Et je l'assume. Bon, il est socialiste en 2014. Écoutez ce qu'il dit en 2016. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche. Un héros surtout, il pourrait chanter ça. Il ne faut pas croire ce que disent les journaux, c'est une chanson pour lui, si vous me permettez. Bon, il est 9h24, on salue le président de la République, il peut toujours venir. D'ici, c'est quand l'élection présidentielle? C'est le 30 avril, je crois. Premier tour, oui. 18 avril. 18 avril, oui. Non, c'est le deuxième tour qui est après. Oui, le deuxième tour qui est le 2 mai. Mais il est en place jusqu'au 2 mai, le lendemain du 1er mai d'ailleurs. Bon. Il peut venir s'il veut, et puis on parlera avec lui s'il le souhaite. Déjà il est dans sa voiture, là. On l'a tellement bien traité dans la première partie. Si vous me permettez, il vient en jet ski. Sans blague. Oui, de la Seine directement. Il a beaucoup plu, c'est vrai.